Retour sur le plateau du Printemps des Territoires avec l'arrivée du ministre que je salue. Monsieur le ministre, cher Guillaume, merci infiniment de venir en cette période qui est particulière puisque c'est la période des réserves. Mais on tenait absolument à avoir le ministre du Logement. On sait la situation dans laquelle sont les Français aujourd'hui. Et du côté de la Banque des Territoires, nous ne pouvions pas ne pas aborder ce sujet principal sur le logement. Alors pour resituer nos travaux, deux axes de la Banque des Territoires pour la nouvelle saison, la transformation écologique, et on sait combien la rénovation thermique des logements sociaux est importante, et puis la cohésion sociale et territoriale. Et pour la cohésion sociale et territoriale, le logement est aux premières loges, c'est la chose la plus importante. Alors ce matin, on a eu le privilège d'avoir des échanges intéressants, toujours la logique de la Banque des Territoires, partir des territoires, partir des élus, et on avait beaucoup d'élus, on avait des maires de métropole comme François Rebsamen, maire de Dijon, comme Christian Estrosi, on avait des maires de villes à taille humaine, et je salue Gilles Avrousse, maire de Châteauroux, président de Ville-de-France. Notre maire, je vois le maire adjoint de Saint-Malo qui est venu se présenter, et on avait d'autres maires ruraux. On a eu un témoignage extrêmement émouvant avec un maire d'une commune de 125 habitants qui est là, que je salue. Vous pouvez l'applaudir, 125 habitants, et Quebeuf, dont on a financé l'école de musique et qui a annoncé que peut-être il ferait son 7e mandat. Donc le Printemps des Territoires, c'est aussi un moment où on salue l'engagement des maires, l'engagement des élus qui sont nos partenaires. Mais je ne veux pas être plus long et, Monsieur le Ministre, je vous cède la parole et je demande à tout le monde d'applaudir Guillaume Kasbarian, ministre du Logement. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Désolé pour ce léger retard. Monsieur le directeur général, monsieur le directeur général délégué, cher Olivier Sichel, mesdames, messieurs les élus, les maires, les présidents d'EPCI, madame la présidente de l'USH, monsieur le président de la Fédération des établissements publics locaux, monsieur le directeur des prêts de la Banque des Territoires, mesdames, messieurs, je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi pour ce Printemps des Territoires qui constitue un moment important pour tous les acteurs du logement et de la ville autour de la Banque des Territoires. Avant que ne s'ouvre la table ronde relative au logement, permettez-moi de partager avec vous quelques éléments d'analyse et surtout les grandes lignes de l'action du gouvernement pour répondre aux défis que traverse le secteur. La période est un peu particulière, nous sommes en période de réserve et donc je ne parlerai que de choses qui sont connues, déjà connues, sans faire aucune nouvelle annonce. C'est le charme de ces périodes de réserve. D'abord sur le contexte de la crise, vous l'avez rappelé, cher Olivier, il y a un constat qui est indéniable. Le logement traverse une crise importante dont les conséquences sont visibles pour l'ensemble des acteurs du logement, depuis les citoyens jusqu'aux aménageurs en passant par les élus. On observe ainsi depuis 2 ans une chute des permis de construire de près de 40%, avec des répercussions qui sont désormais visibles sur les promoteurs. Et je tiens encore une fois à leur apporter tout mon soutien, notre soutien dans la période très difficile socialement qu'ils connaissent. Une baisse du pouvoir d'achat immobilier avec une hausse des taux, 400 points de base en près de 2 ans. Et quand on va faire une simulation chez le banquier à 1%, c'est plus exactement la même quand on l'a fait à 4%. Et donc on a perdu l'équivalent d'une pièce à vivre, ce qui a bien évidemment eu un impact en France, mais aussi dans tous les pays européens qui nous entourent du fait de cette hausse des taux d'intérêt. Une file d'attente pour le logement social qui ne faiblit pas. 1,8 million de demandeurs, mais plus encore, qui sont éligibles au logement social et qui ne feront pas la demande. Et donc de grandes difficultés sur tous les pans du logement, quel qu'il soit, logement social, logement intermédiaire, logement libre, sur tous les aspects. Cependant, nos difficultés ne sont pas toutes nouvelles. Depuis plusieurs années, nous sommes alertés sur l'empilement des normes, le millefeuille des responsabilités, le manque de confiance dans l'acte de construire. Et malgré la bonne volonté des maires que je tiens à saluer, souvent j'entends des choses pas très sympathiques sur les maires. Certains essayent de se défausser sur eux. En réalité, bon parti d'entre eux, en réalité, ont envie de construire, de répondre aux besoins des habitants et de leurs enfants. Eh bien, malgré cette bonne volonté, eh bien, la crise du logement est pour beaucoup de nos compatriotes une réalité depuis très longtemps. Alors, sur la feuille de route du gouvernement, la feuille de route que je mène, nous avons une feuille de route qui a été fixée par le Premier ministre lors de son discours de politique générale, avec un enjeu de déverrouiller le secteur et de produire une politique de l'offre, un choc d'offres,
vis-à-vis du logement. Pour concrétiser cette ambition, j'ai présenté au début du mois de mai un projet de loi pour développer l'offre de logement abordable avec 3 convictions. Première conviction, il faut construire plus et plus vite, c'est-à-dire plus de logements, ce qui permettra d'atténuer la hausse des prix du loyer, d'avoir des logements au final moins chers. Si on a plus d'offres, eh bien on aura un impact sur les prix. Et pour y arriver, pour construire plus vite, il nous faut simplifier les procédures, aller plus vite, réduire les délais. C'est une première conviction et il n'est pas normal d'être ralenti dans des projets que certains élus peuvent avoir avec des recours successifs et des délais qui peuvent être très longs et avoir un coût au final sur le coût de construction. 3% du coût est notamment dû à cette question des délais. Il nous faut construire tout type de logement, c'est la deuxième conviction, pour tous les Français. Des logements sociaux, des logements intermédiaires, des logements libres, sans opposer les uns aux autres, puisqu'on en a besoin pour toute la gamme et pour tous les Français qui ont besoin de se loger. Et c'est pourquoi le projet de loi renforce et diversifie les ressources des bailleurs pour leur permettre de retrouver une vraie capacité d'investissement, car ce sont eux qui produisent chaque jour des logements sociaux et intermédiaires dont nous avons besoin. En soutien des bailleurs sociaux, nous aurons encore plus besoin de la Banque des Territoires pour que son offre permette de soutenir encore plus de la production et la rénovation des logements. Troisième conviction, c'est la confiance aux élus et aux acteurs de terrain. Le projet de loi que j'ai présenté ne comporte aucune obligation, aucune mesure de complexité, aucune mesure de forçage, j'allais dire, vis-à-vis notamment des élus locaux, parce que nous avons décidé de donner des outils nouveaux, de faire confiance, de simplifier la vie des acteurs de terrain pour leur permettre d'aller plus vite, mais sans rentrer dans une logique du bâton ou de la complexité administrative. Et c'est pourquoi on veut leur confier un vrai pouvoir de décision sur notamment les attributions de logements neufs qu'ils consentent à construire et sur lesquels ils signent les permis de construire, et élargir le droit de préemption urbain pour leur permettre par exemple de mieux maîtriser le prix du foncier qui parfois augmente beaucoup. Donc ce projet de loi contient des éléments qui donneront des outils en plus aux élus et notamment aux maires. C'est un texte qui sera examiné en commission des affaires économiques la semaine prochaine au Sénat. Il sera suivi ensuite dans 2 semaines en hémicycle. Et vous connaissez ma sensibilité parlementaire. Je serai très attaché à une co-construction à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et donc le texte d'entrée, bien évidemment, ne sera pas exactement le même que le texte de sortie. Et on l'a montré sur d'autres sujets, sur les copropriétés dégradées. Le gouvernement avait présenté un texte avec 17 articles. Eh bien, il est ressorti de la discussion sénatoriale et à l'Assemblée nationale avec 60 outils nouveaux qui sont plébiscités par les élus, par les acteurs et qui ont permis d'enrichir ce texte initial du gouvernement. Et donc moi, je n'ai pas peur du débat parlementaire et je l'aborde avec beaucoup de sérénité. Troisième élément que je voulais partager avec vous, c'est l'engagement du secteur du logement dans la transition écologique. Et à ce titre, le gouvernement accompagne la rénovation énergétique. Parce que augmenter l'offre de logement, c'est à la fois construire des logements neufs, mais c'est également rénover des logements et du bâti existant. Et la rénovation énergétique, c'est un élément qui est essentiel et que nous essayons de développer depuis 2017. Le secteur du bâtiment, c'est 18% des émissions nationales de gaz à effet de serre. Et pour diminuer ces émissions, la rénovation énergétique, c'est un levier majeur d'action pour tenir nos objectifs de neutralité carbone que nous nous sommes fixés à horizon 2050 et qui sont inscrits dans notre stratégie nationale bas carbone. Puis au-delà des objectifs de décarbonation et d'économie d'énergie, la lutte contre la précarité énergétique, l'amélioration de l'habitat sont des axes majeurs de la politique que nous menons. Parce qu'un logement qui est rénové, c'est aussi une baisse des factures pour les habitants qui payent des factures d'électricité ou d'énergie tous les mois. Et c'est une amélioration du confort de vie, notamment l'été, en période de forte chaleur. Je le dis parce qu'on a souvent l'habitude de parler de la rénovation énergétique pour l'hiver, mais on a un enjeu majeur avec le défi climatique que d'adapter les logements, adapter au vieillissement de la population, c'est le sens notamment de MaPrimeAdapt qui a été lancé, mais aussi adapter aux fortes chaleurs, au confort d'été, qui va devenir un enjeu de plus en plus important, notamment dans certaines régions de France où les températures, alors pas forcément à Paris, surtout dans le temps actuel et avec la météo que nous avons, mais enfin dans d'autres zones sur lesquelles l'adaptation au changement climatique est importante. Le dispositif MaPrimeRénov' a été lancé en janvier 2020 et je tiens à le dire parce que j'entends souvent beaucoup de critiques sur MaPrimeRénov'. Il faut quand même rappeler que ça a permis à 2,4 millions de logements d'être rénovés depuis 2020. Ce sont des budgets qui sont très importants tous les ans. Cette année, on est à quasiment 4 milliards de budget sur le sujet. Et l'année dernière, le budget n'avait pas été consommé. Donc on a plutôt un enjeu de sous-consommation du budget sur la rénovation qu'un enjeu de surconsommation de ce budget. Et il serait peut-être temps qu'ensemble, tous ensemble, on parle positivement de MaPrimeRénov' pour en faire bénéficier un maximum de Français. On a lancé des mesures de simplification avec Christophe Béchu qui ont permis de simplifier sur le DPE, l'accès au monogeste, la rénovation à travers les accompagnateurs qu'on a homologués beaucoup plus rapidement,
faciliter la vie pour les artisans sur la labellisation RGE. On agit pour le rendre le plus simple possible. On entend les critiques, on entend les délais, mais enfin, parlons positivement du sujet, parce que si on se met à la place des Français et qu'ils entendent du matin au soir des gens qui leur disent « ma prime rénov', c'est impossible, c'est compliqué, ça marche pas », il ne faut pas s'étonner que les dossiers ensuite n'arrivent pas sur le tapis. Bon, depuis les mesures de simplification, on a déjà une hausse du nombre de dossiers qui ont été déposés, mais je compte sur vous et je profite de votre présence pour vous inviter à en parler, bien évidemment, positivement à ceux qui vous sollicitent sur les aides à la rénovation de leur logement. Pour faciliter le financement du reste à charge, on a aussi l'éco-prêt à taux zéro, l'éco-PTZ, qui est désormais un outil efficace et incontournable. En 2023, plus de 105 000 projets ont été financés avec un éco-PTZ, et c'est un quadruplement par rapport à 2017. Là encore, profitons de ces dispositifs et parlons-en positivement. Je vous ai parlé des conseillers France Rénov' que l'on a homologués de façon plus importante, et je tiens à dire que la rénovation, c'est aussi une chance pour nos entreprises. Les moyens qui sont consacrés par l'État et les collectivités ont permis de générer 30 milliards d'euros de travaux depuis 2020 pour les artisans et pour les entreprises du bâtiment. Je l'ai déjà annoncé, donc je peux le redire. Je signerai dans quelques semaines un pacte avec toutes les parties prenantes sur la rénovation énergétique, un pacte qui permettra d'avancer sur les engagements communs de toute la chaîne de valeur pour inscrire dans le temps long et mobiliser l'ensemble des acteurs autour de la politique publique de rénovation. Ça arrivera dans quelques semaines, comme je l'avais déjà annoncé il y a peu. Quatrième élément que je voulais partager avec vous, c'est le fait de continuer la concertation avec les acteurs du logement pour poursuivre et amplifier la dynamique, territorialiser la politique du logement. C'est un sujet qui me tient à cœur. On a souvent tendance à avoir une tradition de la politique du logement qui est très centralisée, très parisienne, qui donne des chiffres nationaux, qui ne rentre pas dans la diversité territoriale. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons un enjeu à prendre en compte les spécificités de chacun des territoires. C'est d'ailleurs le sens des territoires engagés pour le logement que nous avons lancé avec Gabriel Attal. 22 territoires engagés pour le logement, un objectif de 30 000 logements dans les 3 ans qui viennent sur ces logements, sur ces territoires. Je précise que c'est 30 000 logements sur 22 territoires, mais ce n'est pas pour toute la France. Moi, j'espère qu'on aura des dizaines, voire même des centaines de milliers de constructions partout en France, mais on aura besoin, bien sûr, de développer dans ces territoires-là, parce qu'il y a des usines, parce qu'il y a des centrales nucléaires, parce qu'il y a une tension frontalière, parce qu'il y a des activités touristiques. C'est des territoires sur lesquels il faut avancer beaucoup plus vite que d'autres dans la simplification et dans l'accélération du logement. Et donc, nous mobilisons tout le monde pour y arriver, et je souhaite que la Banque des territoires puisse s'impliquer prioritairement sur ces 22 territoires, aux côtés des élus et des opérateurs, en mobilisant ces outils et ces financements pour aller plus vite et participer à ce choc d'offres. Il y a un problème de micro ou on m'entend? Tout va bien? Je sens que ça s'agite. Bon, c'est bon? Très bien. Avec la Banque des territoires, on partage aussi une ambition commune qui est mobiliser le foncier et régénérer les friches pour produire plus de logements et pour réindustrialiser le pays. Et c'est une priorité de l'action que je mène. On a un enjeu à mobiliser les 170 000 hectares de friches existantes pour participer au choc d'offres, mais également mobiliser du foncier pour la réindustrialisation, tout en maintenant l'objectif de réduction d'artificialisation des sols. Parfois, on oppose construction de nouveaux logements et lutte contre l'artificialisation des sols. En vrai, on essaye de faire un maximum pour faire coexister ces objectifs, c'est-à-dire densifier, surélever, densifier les lotissements, utiliser du foncier disponible sur des friches industrielles, utiliser des zones commerciales, c'est d'ailleurs un plan qu'on a lancé avec Olivier Grégoire sur 90 zones commerciales pour développer de l'offre, par exemple à Avignon où il y a un potentiel de logement, mais il y a 90 zones dans notre pays sur lesquelles on veut booster l'offre de logement. Donc utiliser des zones qui sont déjà artificialisées et bétonnées pour construire plus, sans forcément aller grignoter des terres agricoles. Et moi qui viens d'un territoire rural, l'Eure-et-Loir, où il y a beaucoup d'agriculture, j'essaie de faire coexister plusieurs enjeux. Celui de demain pouvoir nourrir tous les Français et les Européens à travers une agriculture qui garde ces terres et en même temps produire plus d'offres de logement, notamment quand on le peut, sur des friches et sur des zones qui sont déjà artificialisées. Donc c'est l'enjeu que nous allons fixer. Et je me réjouis des actions et des financements annoncés par la Banque des territoires pour mobiliser le foncier aux côtés des opérateurs. 80 millions d'euros sur 5 ans pour accompagner en ingénierie les collectivités, par exemple pour identifier les fonciers à mobiliser, établir des cartographies et établir une stratégie d'intervention qui est adaptée. Et puis, c'est l'extension du prêt Gaïa afin de financer les projets en faveur de la sobriété foncière que vous avez lancé. Et Gaïa pourra être ainsi mobilisé par les collectivités et les opérateurs
engagés dans des projets de transformation des zones commerciales sur les 90 zones que j'évoquais et que nous avons lancées avec Olivia Grégoire. Il y a potentiellement 25 000 logements à aller chercher sur ces zones commerciales, donc ce n'est pas négligeable. Quand on fait la somme de tout ça, entre le pacte pour le logement intermédiaire avec les 75 000 logements intermédiaires, les zones commerciales où on a un potentiel de 25 000, les EPF qui vont libérer 17 000, du foncier pour 17 000 logements, les territoires engagés pour le logement sur lesquels il y en a 30 000. Vous voyez qu'il y a cette ambition-là qui est partagée et je compte sur vous, bien sûr, pour y arriver. Vous avez déjà beaucoup d'actions territorialisées, je tiens à le saluer, avec Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, de très beaux programmes. Dans mon territoire, dans la région centre, on a su en bénéficier, on a su avoir de beaux projets qui ont recréé du logement en centre-ville, dans les cœurs de ville. Et tout ça a été possible grâce à votre mobilisation et grâce à la mobilisation de tous les acteurs. Et donc je tiens à dire un grand merci à la Banque des Territoires qui joue un rôle central dans la mise en œuvre de la politique de revitalisation territoriale dans notre pays. En conclusion, je voulais réaffirmer que la crise du logement ne peut pas être résolue sans la mobilisation de tous les acteurs, bien sûr l'État, mais aussi les collectivités locales, les bailleurs sociaux, les promoteurs, les banques et bien sûr la Banque des Territoires. Et qu'ensemble, je crois que nous pouvons unir nos forces pour développer des solutions qui parfois sortent un peu des sentiers battus, qui sont parfois un peu plus innovantes, qui parfois bougent un peu les lignes, qui déverrouillent le secteur, comme le dit le Premier ministre, et qui sont adaptées aux besoins spécifiques de chaque territoire. Cette territorialisation, j'y tiens, ça me tient à cœur, ça a toujours été la façon dont je travaille et je suis sûr que nous partageons cette vision très territorialisée. Et donc essayons de faire de cette crise dure, profonde, une opportunité pour nous tous pour répondre aux besoins des Françaises et des Français. Merci beaucoup. Merci. Merci Guillaume Casarian. Donc nous allons continuer cette conversation sur le logement et nous allons enchaîner. Et si vous le voulez bien, nous allons accueillir maintenant sur scène nos 3 autres intervenants. La présidente de l'USH Emmanuelle Cos, Philippe Laurent, maire de Sceaux et président de la Fédération des EPL, et Costa Castrinidis, directeur des prêts de la Banque des Territoires, à me rejoindre sur scène pour continuer cette conversation. Veuillez prendre place, prenez, installez-vous. Merci beaucoup. Voilà. Alors, sujet de logement, évidemment, qui déchaîne un peu les passions. C'est un sujet qui est quand même important et stratégique. Donc, nous allons quand même recentrer un peu tout ça. Donc, nous avons entendu le ministre qui a un peu posé le décor pour bien comprendre ce sujet. Donc, avec moi, Emmanuelle, donc présidente de l'Union sociale pour l'habitat. Également, j'ai dit Philippe Laurent, vous êtes le maire de Sceaux et le président de la Fédération des EPL également. Et Costa, vous représentez la Banque des Territoires. Donc, évidemment, le logement, je disais, ça déchaîne les passions. C'est un secteur qui est en crise, mais qui peine aussi un peu à remplir ses objectifs. Mais il y a évidemment pas mal de choses qui sont faites. Donc, j'ai pas mal de questions. Donc, peut-être on va démarrer un peu avec un constat. Donc, Emmanuelle, je me tourne vers vous, peut-être. Donc, aujourd'hui, le logement social est mis en difficulté. Et donc, on voit un peu ce qui se passe sur les marchés, donc entre l'inflation et aussi les nouvelles exigences environnementales. C'est pas simple. Alors, je vous le dis tout de suite, ce ne sont pas les exigences environnementales qui nous mettent en difficulté. Je pense qu'au contraire, ça, c'est plutôt quelque chose d'absolument essentiel et que la question est de savoir, pour l'ensemble des secteurs d'ailleurs économiques, comment est-ce qu'on les met en œuvre. Mais de ma part, vous ne m'entendrez jamais dire que des exigences environnementales sont un obstacle. Au contraire, c'est une manière d'affronter l'avenir de manière, à mon avis, beaucoup plus lucide. Je pense que la difficulté aujourd'hui pour le logement social, elle est liée à plusieurs enjeux. D'une part, on a une aggravation de notre situation économique par des choix politiques et notamment les ponctions qui ont été réalisées sur les recettes des bailleurs HLM depuis la loi de finances 2018 où on est ponctionné sur nos loyers, c'est ce qui s'appelle la RLS. Mais ensuite, des sujets qui sont liés à l'environnement économique global et notamment l'augmentation du taux du livret A, qui a eu un impact majeur sur notre santé économique. Et c'est le débat que nous avons tous les jours avec la Banque des Territoires, puisqu'évidemment, le modèle HLM français, c'est de l'investissement à très long terme,
Les logements que nous produisons, nous les produisons sur des décennies, c'est-à-dire que on les construit très vite, mais on investit sur jusqu'à 80 ans. C'est mon banquier, là, à ma gauche. On a donc 160 milliards d'encours de dette aujourd'hui. Donc, en fait, la question, elle est très importante. Et c'est vrai qu'après des années de taux extrêmement bas, on s'est retrouvé avec une augmentation du taux du livret A qui nous a fortement inquiétés, comme la Banque des Territoires. Et je salue Éric Lombard parce que nos engagements communs ont permis de... Comment dire, contenir cette augmentation en ce qui nous concerne. Mais très clairement, pour faire du logement social et qu'il soit utile au pays, il faut qu'on ait des capacités d'emprunt et à faire très importantes. Et donc ça nous a fortement bloqués puisque ces 3 dernières années, on a eu des taux d'emprunt difficiles à faire face. Et la dernière chose, c'est un raidissement de la construction globalement. Et je le dis tout de suite, je ne pense pas que c'est la faute soit des maires, soit de la ZAN, soit de ceci, soit cela. C'est en fait l'accumulation d'un non-portage politique de besoin de construire, avec, je le dis franchement, des pouvoirs publics et un État qui n'est pas au rendez-vous à la hauteur des besoins et qui laisse chacun se débrouiller tout seul. Et donc, en effet, on a des maires qui se retrouvent face à des défis dingues sur lesquels ils ne sont pas assez accompagnés, notamment pour construire, parce que construire exige derrière d'avoir des équipements. Et la suppression de l'aide aux maires bâtisseurs, et pour nous, était quand même un impact très fort, plus la suppression de la taxe d'habitation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un raidissement total et une aggravation là, en fait, de la situation des personnes, c'est-à-dire plus de demandeurs de logement social, moins de personnes qui sont en capacité de pouvoir acheter parce que l'ensemble du marché de l'accession est bloqué. Et ça commence à se traduire localement, un frein à l'emploi par l'absence de logements à loyer qui correspondent au salaire des actifs. Et je veux le redire parce que l'augmentation de la demande HLM, qui est un baromètre pas inintéressant, on a une augmentation de 50% en 10 ans. Donc, c'est 2 600 000 demandeurs HLM, dont 1 800 000 qui demandent un logement, 800 000 qui cherchent à muter. Mais surtout, on a plus de la moitié de ces demandeurs qui sont actifs, mais qui gagnent le SMIC. Et donc, on va dire les choses franchement. La vraie question aujourd'hui de la crise du logement, c'est comment on loge cette majorité de Français qui ont un salaire, qui sont à temps plein et qui gagnent autour d'un SMIC, un peu plus, un peu moins, et qui sont en fait un des salaires malheureusement trop répandus. Et aujourd'hui, l'absence d'un loyer, on va dire, modéré, dans le parc social, pas assez de logements, dans le parc privé, plus du tout de logements accessibles, rend les choses très difficiles. Merci Emmanuel et Philippe. Je vous laisserai réagir, mais aussi nous expliquer comment se positionne l'élu finalement face à ce constat, si vous pouvez nous dire quelques mots. Merci d'abord de m'avoir invité. Un mot simplement sur les entreprises publiques locales. Donc, c'est 1400 entreprises à travers tout le pays qui agissent dans des domaines qui sont extrêmement diversifiés. Une entreprise publique locale, c'est simple. C'est une entreprise dont l'actionnariat est public, en tout cas en majorité publique, avec donc essentiellement les collectivités locales. Et elles sont créées donc à discrétion des élus. Ce sont des élus qui créent ces entreprises, qui fonctionnent comme des entreprises privées, mais qui ont évidemment un actionnariat public et donc un travail qui se situe dans le cadre de l'intérêt général de l'économie sociale et solidaire. Donc, sur le logement en particulier, sur les 1400 entreprises publiques locales, à peu près 400 travaillent dans le logement, soit pour la gestion, soit pour la construction, soit pour l'aménagement, les opérations d'aménagement. Et ça représente en gestion à peu près 700 000 logements, donc un peu plus de 10% du parc total. Et nous produisons 15% à peu près des logements chaque année, de logements sociaux chaque année. Voilà, donc nous partageons naturellement le constat qui vient d'être dressé par Emmanuel Cos. Moi, j'observe que le discours du ministre, dans ce qu'il dit, dans le constat qu'il dresse et dans les solutions qu'il apporte, il n'y a pas tout. Mais il y a des choses qui vont évidemment dans le bon sens. Et là, c'est plutôt le maire qui parle sur la question des recours, mais je ne sais pas très bien ce qui va pouvoir être fait. Sur la question de la maîtrise du foncier, on pourra en reparler un peu plus tard si vous voulez. Et puis, sur la question surtout de, effectivement, comme le disait Emmanuel, de donner envie de construire et d'investir dans le logement. Pas seulement les maires, mais toute la société. Voilà, on a aujourd'hui, moi je me souviens, j'ai été élu la première fois il y a très longtemps, à l'époque, quand on construisait,
quand il y avait des chantiers dans une ville, les habitants disaient « c'est une ville qui se développe, on va avoir de nouveaux services, des nouveaux commerces, c'est bien ». Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, comme on a un mouvement, qu'on le veuille ou non, de diminution de la présence de services publics, d'équipements publics, etc., par suite de questions notamment budgétaires ou par suite du retrait de l'État en tant qu'acteur, eh bien, comme on a cette situation-là, les gens disent « attendez, on ne va pas construire plus, on a déjà pas assez de services, l'hôpital, il n'y a pas de place, etc. Il ne faut pas construire plus ». Donc c'est vraiment un discours politique qu'il faut en effet mener et qu'il faut conduire, qu'il faut changer, et il faut le changer, tout le monde doit le changer, toute la société. Voilà, ce n'est pas uniquement les maires, ce n'est même pas uniquement le gouvernement. C'est toute la société tout entière qui doit redonner une dynamique nouvelle à cet acte de construire en tant qu'acte qui prépare l'avenir. Donc, vous voyez, le chemin, il est long et ce n'est pas un projet de loi qui, malheureusement, pourra y répondre totalement. Oui. Mais on va y revenir. J'ai d'autres questions pour vous, mais j'aimerais juste me tourner vers Costa Castrinidis. Il y a aussi des facteurs structurels qui s'ajoutent à cette crise. Donc, on a vu la fin des cycles des taux bas et tout ça. Donc, tout ça, ça n'aide pas beaucoup. Oui, tout à fait. C'est vrai que probablement cette table ronde est celle qui illustre le plus la thématique de la journée. Aujourd'hui, le secteur du logement, le monde immobilier est finalement confronté à deux urgences. Une urgence climatique et une urgence sociale. Et toute la difficulté est de trouver les solutions et les réponses qui vont permettre de faire les deux. C'est d'ailleurs pas étonnant que ce soit les bailleurs sociaux qui en premier ont tiré la sonnette d'alarme très tôt, il y a 2 ans. Ils ont vu effectivement à la fois l'augmentation des taux d'intérêt, donc l'impact du choc inflationniste sur le contexte de taux. De ce point de vue-là, je rappelle que si le taux du livret A a été multiplié par 6, l'OAT dans la même période, l'OAT 10 ans, qui est un peu la boussole de l'économie française, a été multiplié par 15 dans la même période. Et ce choc, c'est pas tant le taux nominal, l'économie française a très bien fonctionné avec des taux nominaux plus hauts, mais c'est en réalité la virulence de la remontée. Il faut remonter au choc pétrolier des années 70 pour voir une remontée aussi brutale des taux d'intérêt, ce qui est venu impacter les modèles économiques à la fois du monde HLM et encore plus, il faut le dire, du secteur marchand, notamment du monde de la promotion immobilière qui est aujourd'hui en grande difficulté. Ce changement de paradigme macroéconomique, il n'est pas derrière nous, puisqu'en réalité, même si l'inflation reflue, on est vraiment rentré dans un nouveau contexte macroéconomique avec des taux d'intérêt qui vont rester durablement plus élevés. Ce qui veut dire qu'il faut repenser les modèles économiques qui ont fonctionné au cours de la dernière décennie, qui ont été d'une certaine manière un peu boostés, dopés par des taux d'intérêt très bas, qui ont aussi parfois eu un effet de surenchère sur les prix. Et donc, il y aura un travail de fond sur ce sujet macroéconomique et modèle économique. Le deuxième élément très structurel, me semble-t-il, c'est ce que Emmanuel rappelait, c'est qu'on est en train de muter vers un urbanisme de la transformation. Les enjeux environnementaux, les exigences en matière de transformation énergétique font qu'on doit à la fois décarboner le bâti existant, qui soit moins consommateur de gaz à effet de serre, mais aussi réduire l'artificialisation des sols. Et donc, il faut qu'on trouve une nouvelle grammaire, tous collectivement, tous les acteurs, des aménageurs aux maîtres d'ouvrage et aux maîtres d'œuvre, les collectivités locales, les financeurs, les investisseurs, qui permettent de rendre possible cet urbanisme de la transformation qui sera de plus en plus fondé sur le recyclage urbain, sur la densification, sur la transformation des friches. Et ça, naturellement, ça a un certain coût, notamment dans la période d'amorçage de cette dynamique-là. Et peut-être qu'une des difficultés, mais je suis assez optimiste, et on reviendra tout à l'heure sur les raisons pour lesquelles je suis optimiste, une des difficultés, c'est qu'on doit faire ça dans un contexte économique difficile et dans un contexte de finances publiques nationales et locales qui est dégradé, parce qu'on parle souvent du contexte budgétaire de l'État, mais il faut rappeler que la crise immobilière frappe aussi durement les finances publiques locales, notamment du fait de la baisse des DMTO, et c'est pas neutre du tout dans l'équation globale sur l'implication de tous les acteurs. Merci. Je vais juste rebondir sur ce que vous en avez parlé tous les deux, justement, donc la ZAN. Donc juste pour rappeler, c'est la loi climat et résilience de 2021 qui a justement fixé ses objectifs de zéro artificialisation nette. Peut-être, est-ce que vous, en tant qu'élu, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus là-dessus? Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui inquiète un peu les élus et qui est quelquefois un peu de tension. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Alors, vous savez, il y a beaucoup de choses à dire sur le ZAN. Quand vous allez dans une réunion de maires
dans les assemblées départementales de maires, etc., il suffit de parler du ZAN, là, vous en avez pour des heures, hein, parce que tout le monde a quelque chose à dire là-dessus, en général, pour dire que c'est pas bien, etc. Alors, on comprend, et tout le monde partage d'ailleurs l'objectif et le constat, ça c'est clair. Mais c'est la mise en œuvre, en réalité, d'une règle, et la mise en œuvre surtout de manière totalement homogène sur l'ensemble du territoire. Et je vais vous donner simplement un exemple des effets pervers de cette affaire. On parlait tout à l'heure, le ministre en parlait d'ailleurs, des fameuses zones d'entrée de ville, là, bon, la France moche, etc. Et vous voyez, on dit, là, ça serait bien, on va faire des études, on va réfléchir, etc., pour le réaménagement de ces zones, pour, par exemple, construire de logements. Et est-ce que vous savez que depuis que le gouvernement a annoncé ça, le prix de ces parkings de Carrefour, Auchan, etc., a été multiplié par 4 ou 5. Parce que tout d'un coup, on s'est aperçu que là, c'était des terrains qui étaient déjà artificialisés et que donc, par conséquent, donc, il valait plus cher parce que la rareté fait monter le prix. Bon, et vous voyez, ça, c'est un exemple en réalité d'une politique publique qui n'a pas été très bien menée. Parce que ce qu'il lui fallut faire, c'est avant faire en sorte que ces terrains qui étaient artificialisés et pour lesquels il y a en effet des choses à faire, que ces terrains deviennent tout simplement propriété publique, que les collectivités puissent donc les acheter à la valeur qu'elles avaient avant. Et là, alors certes, on va construire des logements sur ces terrains, d'accord, mais ils seront d'autant plus chers que la valeur de ces terrains a augmenté. Donc et là, c'est quelque chose que nous avions dit, et que les maires avaient dit. C'est-à-dire, réfléchissons bien à toutes les conséquences. On est d'accord sur l'objectif, mais réfléchissons bien à toutes les conséquences. Et vous savez, on ne travaille jamais assez avec les maires. Je ne dis pas ça pour le groupe de la Caisse des dépôts et consignations, naturellement. On est partenaires, n'est-ce pas? Mais d'une manière générale, on ne travaille jamais assez avec les maires, que ce soit les gouvernements successifs ou que ce soit l'administration centrale. Encore plus l'administration centrale, d'ailleurs. Et donc, par conséquent, on n'a pas la connaissance fine des sujets, on n'a pas la connaissance fine et on n'a pas surtout cette capacité à anticiper les effets pervers de mesures qui peuvent paraître vertueuses à l'instant T, mais qui, en fait, entraînent plein de conséquences qui sont tout à fait dommageables, y compris pour les causes qu'on défend. Merci. Je sens qu'il y a eu des petites réactions de votre côté. Mais bon, je regarde aussi le temps, mais j'ai d'autres questions pour vous, Emmanuel. Donc, vous en parliez des logements sociaux. Donc, le secteur HLM, souvent, on parle de filet social, mais pas seulement, aussi c'est moteur. Le logement social ? Ouais. Je ne vais pas vous dire le contraire en présentant le secteur et les 5,6 millions de logements répartis sur l'ensemble du territoire national. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est aussi un peu lié avec le ZAN, on touche à des sujets où en fait on cherche à réguler des activités, y compris pour accompagner cette transition environnementale qui est absolument nécessaire. Mais on est dans une économie de marché. Et c'est une des difficultés, et c'est bien ça qu'on touche notamment au foncier. Aujourd'hui, il y a aussi des prédateurs économiques qui s'adaptent toujours aux politiques mises en œuvre pour y trouver un avantage. Et c'est vrai que le modèle HLM, qui est en fait un modèle très lié à l'esprit, me semble-t-il, bicentenaire de la Caisse des dépôts et consignations de la Banque des territoires, c'est un modèle en fait qui n'est pas marchand de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'on fait des opérations sans équilibre économique, mais en tout cas, on ne le fait pas en vue d'une spéculation immobilière. Et c'est très important de dire ça parce qu'à l'échelle européenne, on a tendance à oublier ce qui s'est passé dans beaucoup de pays européens qui ont vendu, privatisé l'ensemble de leurs logements sociaux ces 20 dernières années, voire ces 30 dernières années, qui aujourd'hui ont un impact réel sur l'accès à un logement abordable et qui se traduisent dans des votes pour les extrêmes. Je peux vous citer plusieurs exemples et je tiens vraiment à le dire. Les pays européens qui ont abandonné l'idée d'avoir un marché du logement régulé, qui amène des loyers modérés et qui donc permet notamment aux ménages qui ont les revenus les plus modestes de se loger correctement, le payent aujourd'hui. La deuxième chose, c'est par rapport au développement économique. Y compris le ministre tout à l'heure on a parlé à l'occasion de tout le travail sur la reconversion, enfin le territoire d'industrie et le développement industriel actuel. Il faut regarder ce qui s'est passé dans notre pays, notamment il y a fort longtemps, notamment dans les années 50 et 60, où le logement HLM a été vraiment le bras armé de l'industrie
pour pouvoir loger l'ensemble de ces personnels. Et il n'y a pas de hasard à ça. C'est qu'il faut trouver des capacités à loger l'ensemble des salariés. C'est un défi immense aujourd'hui, qu'il est par rapport au grand secteur de développement industriel, dans un moment où en fait on a beaucoup moins de logements disponibles, non pas qu'ils n'existent pas, mais ils ne sont plus sur le marché locatif. On a la prédation des locations touristiques et résidences secondaires, et on a une partie des logements qui aujourd'hui ne sont plus propres à l'habitation en raison des exigences environnementales. Donc c'est des défis immenses. Nous, en tant que bailleur social, et ce que nous disons pour le secteur du logement social, c'est qu'évidemment on peut être un moteur, encore plus dans un secteur de crise de la promotion immobilière qui va très mal, et on n'est pas au plus bas là. Je pense qu'il faut être conscient. Il faut être conscient qu'on a déjà perdu quasiment 250 000 logements dans l'année là, qui ne seront pas produits, et ça va continuer. Et donc c'est vrai que moi je réclame, un peu seule, mais en tout cas, disons que je ne suis pas totalement entendue, un plan de relance depuis le logement social pour qu'on soit en capacité de le faire. On l'a fait en partie, notamment... CDC Habitat l'a fait, et les entreprises sociales d'Action Logement également, en rachetant des programmes immobiliers. Mais il ne suffit pas de racheter juste ce qu'il y a là sur le marché. Il faut qu'on soit armé pour produire actuellement et répondre aux besoins. Et certainement en allant sur les territoires dits d'industrie, mais aussi les reconversions des territoires moins peuplés, parce qu'aujourd'hui nous sommes extrêmement sollicités par des villes moyennes ou des petites villes qui ont des enjeux de logement social, y compris pour accueillir des publics seniors. Et là, il y a aussi une question économique, parce que c'est des opérations petites, qui coûtent très cher, et sur lesquelles il y a très peu d'accompagnement. Donc, vous voyez, quand on parle de la transition, des mutations à faire, de la transition environnementale, nous aussi, en tant qu'opérateurs, il va falloir qu'on fasse notre transition sur où est-ce qu'on opère, comment est-ce qu'on est un acteur du territoire et on répond à ses besoins. Mais c'est vrai que la dimension économique aujourd'hui est très forte, parce que nos opérations ont du mal à sortir. Merci Emmanuel. Philippe, j'avais l'impression que vous vouliez réagir. Je vous laisse rajouter quelques... Non, j'en ai parlé tout à l'heure, Emmanuel en a reparlé. La question du foncier, elle est absolument primordiale. Alors, évidemment, ce n'est pas à court terme, mais vous savez, moi, les anciens maires disent « tu ne maîtrises pas le foncier, tu ne maîtrises pas la ville ». Ça ne veut pas dire qu'il faut être propriétaire de tout, mais ça veut dire quand même qu'il faut avoir une capacité à investir. Il y a un moment, à une certaine période de l'histoire, au début du XXe siècle, la ville de Sceaux était propriétaire de pratiquement la moitié de son territoire. Alors, ça a été donné. Ces terrains ont été donnés, d'ailleurs en partie à la Caisse des dépôts à l'époque, pour construire un ensemble de 700 logements, mais ça a été donné à la faculté, enfin à l'État pour construire la faculté, enfin, etc. Et ça a été donné. Et aujourd'hui, nous avons d'autres outils. Et je vais insister là-dessus parce que nous, ce dont nous avons besoin, bien sûr, on a besoin de cette ambiance générale propice à la construction. On a besoin aussi, pour le logement privé en tout cas, d'incitation fiscale. Il faut revenir, il faut redonner aux épargnants le goût d'investir dans le logement, puisque ça a fonctionné dans le passé. Bon. Et puis, on a besoin d'outils, plein d'outils, pour pouvoir maîtriser les choses. Il y en a des outils, mais ils ne sont pas encore suffisants. On peut encore les développer. Mais il y a les établissements publics fonciers, sont de très bons outils pour permettre de maîtriser, d'acheter et de garder, de porter pendant un certain nombre d'années des terrains ou même des bâtiments en attendant qu'une opération puisse se monter. Donc on a des outils, mais il faut continuer à donner aux maires et à leurs équipes des outils opérationnels qui leur permettent de mieux maîtriser le foncier. C'est vraiment absolument essentiel parce que sinon, c'est ce que disait Emmanuel, il y a une forme évidemment de spéculation qui se crée parce qu'un certain nombre d'acteurs vivent de ça et donc par conséquent, ils exploitent donc tous les filons possibles. Et donc nous le voyons bien dans nos villes, on le voit aussi dans d'autres secteurs, sur les murs commerciaux, etc. Donc, il y a des entreprises publiques locales qui proposent des outils et des solutions un peu clés en main pour les entreprises publiques locales, ce sont des acteurs opérationnels dans ce genre de choses, mais il faut qu'elles aient, et que les villes donc aient les outils juridiques. Et ça n'existe pas encore suffisamment. Donc on a toute une série de propositions, d'ailleurs que nous faisons en commun, des propositions qui permettent de mieux maîtriser le foncier et et par là même donc de mieux maîtriser l'avenir de la ville. Je sais que la Banque des Territoires propose beaucoup de solutions, donc peut-être si vous pouvez juste, Costa, nous rappeler un peu.
Oui, volontiers. Alors c'est vrai que dans cette équation difficile qu'il faut qu'on arrive à résoudre tous ensemble, il y a un certain nombre de facteurs d'optimisme dans la période actuelle et ce que mes deux camarades viennent d'illustrer est à mon avis une très bonne partie de la réponse. Premièrement, c'est le rôle contracyclique du monde HLM. On ne le souligne pas assez et en 2023, ça a encore été le cas. En réalité, les bailleurs sociaux ont continué à investir et à investir massivement. Même si leurs résultats comptables étaient dégradés, les exercices 2023 et 2024 vont être d'un point de vue économique, des exercices difficiles pour le monde HLM, notamment du fait du choc inflationniste, de la hausse des charges financières, de la hausse des coûts. Mais malgré ça, les bailleurs sociaux ont joué ce rôle contracyclique et ils ont pu le faire en grande partie par le modèle de financement qui est adossé au logement social, qui est le modèle du fonds d'épargne, qui fait que depuis le plafonnement du taux du livret A à 3% à l'été dernier, qu'Emmanuel rappelait, les bailleurs sociaux disposent aujourd'hui d'une ressource compétitive pour pouvoir investir. La difficulté, c'est qu'ils ont investi autant, voire plus que dans les années passées, mais pour produire moins. Parce que le coût unitaire du logement a augmenté très fortement en l'espace de 2-3 ans, de l'ordre de 10 à 15% en moyenne nationale, avec des fortes disparités locales. Et donc, il y a un côté contre-intuitif de voir des acteurs qui réussissent en période de crise à venir en aide en réalité à la fois au monde de la promotion, mais avant tout à l'enjeu de produire plus de logements et qui voient accaparer une partie de la valeur par ce choc inflationniste. Et donc, il faut qu'on continue à soutenir le monde HLM pour qu'il puisse continuer à jouer ce rôle contracyclique de manière plus massive et le faire tout en continuant à suivre sa stratégie de décarbonation. Et c'est ce qu'on avait d'ailleurs pointé du doigt dans le cadre de notre étude annuelle Perspective l'année dernière, où on voit bien que les fonds propres qui sont présents aujourd'hui dans le secteur sont insuffisants pour réussir à conjuguer de front une hausse de la production et tenir la trajectoire de décarbonation et de rénovation énergétique du parc. Et donc, il faut en faire plus et c'est un levier, à mon avis, qui est encore mobilisable plus et il faut qu'on puisse le soutenir. Nous, c'est notre rôle, mais je pense que c'est important aussi que les élus, les collectivités locales et évidemment l'État soient très impliqués dans ce soutien. Le deuxième élément d'optimisme, c'est qu'on voit émerger sur les territoires un certain nombre de solutions innovantes qui tournent notamment autour du portage foncier et du portage foncier de long terme, avec des outils qui ont été rappelés, que ce soit des filiales que nous créons en commun avec les établissements publics fonciers, avec les sociétés d'économie mixte, que ce soit des collectivités locales qui prennent encore plus conscience du fait que préempter le foncier, conserver la maîtrise du foncier, aller vers des modèles de redevance, le retour des baux emphytéotiques que certaines collectivités avaient pratiqués historiquement, qui s'étaient un peu perdus et qui aujourd'hui reviennent au goût du jour, est une excellente nouvelle. Et je pense que c'est un sujet finalement qui transcende un peu les courants et qui en réalité va être une des réponses d'avenir. Pourquoi ? Parce que dans l'équation économique, le foncier est probablement aujourd'hui le bien, la partie qui est la plus rare et qui risque de continuer à être dans une surenchère extrêmement forte, encore plus que par le passé. Et donc si on n'arrive pas à proposer un modèle qui ne soit pas un modèle de je conserve le foncier, je le transforme, je le revends en maximisant mes plus-values, mais au contraire, je garde la main sur ce foncier et je vais chercher une rentabilité sur le temps long. Et nous, on a aujourd'hui dans nos analyses la conviction qu'on peut trouver un modèle rentable, c'est-à-dire que même le secteur marchand peut s'adapter à ce changement-là, mais qui doit aller chercher des rentabilités sur des durées plus longues et être moins sur la marge du court terme et plutôt lui aussi regarder vers le temps long. Et le fait que ces modèles émergent un peu discrètement, un peu sans soutien aujourd'hui, me semble être une excellente nouvelle. Nous, on a la capacité d'intervenir soit par nos financements, on parlait tout à l'heure des Gaïa et Monsieur le ministre l'a rappelé, c'est vrai qu'on a un produit désormais qui est très adapté pour permettre aux collectivités, à leurs satellites, mais aussi aux bailleurs de s'engager dans l'aménagement de long terme de leur foncier à des fins de renaturation, à des fins industrielles, à des fins commerciales, à des fins de logement. Et on pense que c'est un outil vraiment pertinent. Mais on peut aussi intervenir en fonds propres, en co-investissement, aux côtés notamment d'établissements publics locaux, d'établissements publics fonciers, etc. Et ces modèles-là, en tout cas, à mon avis, sont une partie de la réponse si on arrivait à les répliquer, à les dupliquer un peu partout dans le territoire. Alors,
la crise du logement va au-delà des frontières. Ce n'est pas un problème français, c'est un problème en Europe, un peu partout, c'est assez généralisé. Pour revenir sur un point que vous avez mentionné, vous parliez tout à l'heure que, bon, voilà, on a besoin de plus de 200 000 de logements, je ne sais plus c'est quoi la date, 2030, 2040, mais en tout cas, il y a beaucoup de logements à construire. Peut-être cette dernière question, il nous reste un peu moins de 3 minutes. Il y a des maires aujourd'hui qui sont encore un peu réticents sur la construction alors qu'on en a besoin. Donc comment est-ce qu'on réconcilie, comment on équilibre pour faire, voilà, pour plaire un peu à tout le monde, mais aussi pour répondre à ce vaste sujet très rapidement. Question à vous, à tous les deux peut-être, pas vous Costa, mais... Alors déjà, je vais vous dire une chose, quand vous êtes élu local, parce que je le suis aussi, ou ministre, vous n'êtes pas là pour plaire à tout le monde. Vous agissez pour l'intérêt général. Et si vous n'êtes pas guidé par ça, vous n'êtes pas à la bonne place. Et donc aujourd'hui, l'intérêt général, quel que soit le territoire, c'est de loger ses habitants et d'accompagner par le logement les mutations de son territoire. Donc il y a des territoires qui vieillissent et dans ce cas-là, il faut adapter le logement. Et il faut aussi trouver du logement disponible pour que des jeunes puissent venir pour justement s'occuper de populations vieillissantes. Il y a des endroits où il faut des logements, notamment en accession, pour stabiliser des populations qui en fait travaillent dans le secteur et ne veulent plus être locataires. Et c'est ça en fait, être mobilisé par l'intérêt général. Et la grande difficulté aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un pays qui souffre d'un manque de logements abordables sur tous les secteurs. Je pense que c'est la galère pour se loger pour des tas de personnes, quels que soient leurs revenus et leur forme familiale. Et donc, c'est un sujet de mobilisation générale et nationale. Et je crois qu'aujourd'hui, la question, et c'est pour ça que des élus sont réticents, c'est pas parce qu'ils sont contre loger des citoyens, c'est parce qu'ils se sentent isolés. Moi, je le vois bien dans les discussions qu'on peut avoir avec eux. Ils se sentent seuls, dans un face-à-face avec les citoyens, pas portés par une politique publique claire, et donc ça les met en difficulté. Philippe, vous avez le mot de la fin, très rapidement. Nous avons moins d'1 minute. Oui. Pour poursuivre ce que vient de dire Emmanuel, je dirais qu'il faut en effet pouvoir loger tous les habitants, leur permettre aussi un parcours résidentiel et surtout préserver une mixité de logement. Parce que rien ne serait pire, et malheureusement ça se produit, rien ne serait pire d'avoir une commune ou en tout cas un grand quartier avec des habitants aisés qui demandent des services, des commerçants, etc., et que ces services soient rendus par des personnes qui sont obligées d'habiter très loin. Ça, c'est pas bien c'est bien pour personne. C'est pas bien pour le confort de tout le monde, c'est pas bien pour les transports, enfin, c'est bien pour personne. Donc c'est pour ça que la mixité, elle est absolument indispensable. Et en ce sens, il faut dire que la loi SRU, même si c'est pas parfait, a quand même rempli en moins en partie ses objectifs. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Les villes ont progressé, etc. Et pour finir, personne ne s'en plaint vraiment. Et donc, par conséquent, bon, il faut maintenir donc cette mixité. Puis la deuxième chose, Emmanuel disait les maires se sentent isolés. Oui, on a comme des partenaires, on discute ensemble, etc. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est que le maire puisse dire à ses habitants, on loge, on construit des logements, on va accueillir de nouvelles personnes, on a les moyens de les accueillir. Et tout à l'heure, Emmanuel disait, bon, on a supprimé la taxe d'habitation, il y a les exonérations de taxes foncières qui ne sont pas bien compensées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous construisez du logement, et même le logement social, c'est encore pire. En réalité, il n'y a pas de recettes qui rentrent dans les caisses de la commune. Donc on n'a pas cette capacité à pouvoir construire ou agrandir les équipements publics. Et accueillir des nouvelles populations sans avoir les équipements publics, il n'y a pas pire. Ouais, on va à la catastrophe. Donc il faut bien réfléchir à ça. Il faut bien réfléchir à remettre en place donc, des éléments d'incitation forte. Hein. Tu parlais des maires bâtisseurs. Bon, enfin, peu importe, on saura trouver. Si on veut le faire, on saura trouver. Voilà, c'est ça, je crois, qui est absolument essentiel pour redonner à tous le dynamisme et une démarche positive donc en matière de logement. On va rester sur cette démarche positive. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Emmanuel, Philippe et Costa. Merci mille fois. Je vous laisse regagner vos places. Et nous allons évidemment poursuivre justement notre journée en traitant une nouvelle thématique cette fois-ci qui est aussi primordiale pour les territoires. Vous le savez, la mobilité décarbonée. Et pour introduire le sujet, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène le président directeur général du groupe SNCF pour ouvrir cette séquence. Merci d'accueillir Jean-Pierre Farandou.